Le son des livres. Le son des livres. Un podcast proposé par la Witokiana. Je suis Géraldine David, directrice et conservatrice de la Witokiana. Je suis Perrine Estienne, chargée des publics scolaires et de la médiation à la Witokiana. Cher Arthur, cette lettre a quelque chose d'étrange pour moi, mais non moins pour vous. Un écrivain ne connaît jamais son lectorat. Il effectue nécessairement un pari sur la faculté de son texte à toucher des inconnus, éloignés de lui dans l'espace, le temps, les conditions de vie, le savoir. Mais votre cas est tout autre encore, puisque votre gloire s'est faite sans vous. Vous étiez à l'autre bout du monde et sans plus aucun lien avec la coterie littéraire parisienne au moment où vos poèmes paraissaient dans la vogue grâce aux bons soins de votre amie Verlaine. Votre réputation a été immédiatement aussi explosive que vos textes. Et sans le chercher, vous avez finalement dépassé tous vos confrères. Aujourd'hui, votre nom même est devenu un symbole. Bienvenue dans l'épisode 4 de notre podcast Le son des livres. Avec cet épisode, nous continuons notre série autour de Rimbaud. Dans ce numéro, nous allons parler de Rimbaud et la vogue. Escorter Rimbaud, c'est-à-dire en parler et l'emmener avec nous dans les méandres du musée. Se laisser escorter aussi par Rimbaud dans les collections Textes et Cuirs des reliures de la Witokiana. Pour ce faire, nous serons accompagnés de Myriam Ouatté-Delmotte, directrice de recherche au FNRS, professeure extraordinaire émérite de littérature française de l'Université catholique de Louvain et présidente des Amis de la Witokiana. Myriam Ouatté-Delmotte poursuivra sa lettre à Rimbaud et poursuivra aussi son explication sur comment la langue de ce dernier a bouleversé sa vie. Nous l'entendrons aussi, sous sa casquette de professeur, aborder la question de la publication des illuminations dans la revue La Vogue que nous conservons ici, à la Witokiana. Nous entendrons aussi la voix de Christophe Meuret, premier assistant scientifique aux archives et musées de la littérature, et surtout, lecteur de talent. Aujourd'hui donc, Rimbaud et la vogue. Veilleur, éveilleur, émerveilleur. Voilà ce que vous êtes devenu à la face du monde. J'imagine qu'un tel bilan a de quoi vous surprendre. J'ose espérer qu'il ne vous inspire plus de ricanement aujourd'hui, et qu'une fois encore, selon vos propres termes, « je » est un autre. Bien sûr, vous n'avez pas demandé à devenir l'icône de la poésie, et la Rimbaud-mania doit vous causer de l'agacement. À vendre l'immense opulence inquestionnable de vos textes, à vendre votre image en t-shirt, en puzzle, en mug ou en porte-clés. Mais détrompez-vous, cela n'a rien de stupide, ni d'inconvenant. Car en commercialisant ces objets, ce qui se passe ne relève pas seulement de l'ordre du monnayable. Il se dégage, au sein même de ces piètres réalités matérielles, un lieu pour ce qui y échappe infiniment. Et dans le monde inféodé au négoce, une place pour le non négociable. Car ce que vous avez écrit et vécu, ce sont vos illuminations, des étincelles soudaines de brillance sur l'horizon terne des jours. Je me suis baigné dans le poème de la mer,
infusé d'astres et lactescents, dévorant les azurs verts, ou flottaison blême et ravie, un noyer pensif parfois descend, ou teignant tout à coup les bleuités, délire et rythme lent sous les rutilements du jour, plus forte que l'alcool, plus vaste que nos lyres, fermente les rousseurs amères de l'amour. Le bateau ivre qu'on a entendu est d'abord paru en revue, par l'entremise de Paul Verlaine. Myriam Moité-Delmotte. C'est une démarche habituelle, on publie en revue avant de convaincre un éditeur de publier un recueil. Il y a beaucoup de revues littéraires. La plus ancienne des revues pour la littérature française, c'est la revue des Deux Mondes, qui est née en 1829. C'était le lieu d'une expression pour les jeunes auteurs et un espace possible pour l'innovation. Ici, c'était l'innovation que représentait le romantisme. C'est le propre de toute revue, c'est de suivre l'actualité en proposant un regard critique. Ça vaut pour la littérature comme pour tous les autres sujets. Et les avantages d'une publication en revue, d'abord, c'est que c'est une publication à peu de frais. Ça permet de publier des textes brefs. Et puis, c'est surtout un banc d'essai. Ça permet de tester si on rencontre un public. Et puis, d'ailleurs, ça permet de se constituer une communauté d'adhérents et de la renforcer au fil du temps. En fait, une revue, c'est toujours un miroir du temps présent. Il y a beaucoup de revues qui sont éphémères, qui correspondent à l'émergence d'une sensibilité nouvelle. Par exemple, les surréalistes ont eu le Minotaure, les existentialistes ont eu les temps modernes. Eh bien, les symbolistes, les poètes maudits, ont eu la Vogue, qui a été créée en 1886 sous la direction de Gustave Kahn. Et dès le premier numéro, eh bien, on y trouve des textes de Rimbaud à côté de ceux de Verlaine. Au bois, il y a un oiseau. Son chant vous arrête et vous fait rougir. Il y a une horloge qui ne sonne pas. Il y a une fondrière avec un nid de bêtes blanches. Il y a une cathédrale qui descend et un lac qui monte. Il y a une petite voiture abandonnée dans le taillis ou qui descend le sentier en courant, enrubanné. Il y a une troupe de petits comédiens en costume, aperçus sur la route, à travers la lisière du bois. Il y a, enfin, quand l'on a faim et soif, quelqu'un qui vous chasse. En fait, on connaît surtout Rimbaud par un recueil de poèmes en prose qui s'appelle « Les Illuminations ». Et c'est un paradoxe parce que lui-même n'est pour rien dans cette publication. Les Illuminations, c'est 54 poèmes en vers libre, enfin très peu, il y a 2 poèmes en vers libre et puis tout le reste est un poème en prose. Ils ont été écrits par Arthur Rimbaud entre 1872 et 1875. Le titre lui-même n'est pas de Rimbaud, il a été suggéré par Verlaine. Il le voyait d'ailleurs comme non pas les illuminations, mais illuminations, c'est-à-dire colored plates, les images colorées, un texte en anglais. Et Verlaine avait reçu ces textes de son jeune ami quand il était allé le voir à Stuttgart. Et c'est lui donc qui a décidé de les publier, d'abord en 5 livraisons dans la Vogue, entre mai et juin 1886, et Rimbaud n'en a jamais rien su, il était en Abyssinie à l'époque. Et puis ensuite, à l'automne, eh bien, on en a fait une petite plaquette qui a été publiée à 200 exemplaires, toujours aux éditions de la revue La Vogue, avec une préface, cette fois-ci, de Verlaine. Évidemment, c'est une revue aussi qui, aux côtés de Rimbaud que l'on découvrait à ce moment-là, Géraldine David affiche des grands noms de la littérature, de la poésie, et notamment, bien sûr, Verlaine. Alors Gustave Kahn, en tant que directeur de la revue, va lui aussi intervenir au sein de celle-ci, et l'on trouve également des textes qui paraissent peut-être un peu plus anecdotiques ou plus cocasses, qui sont des textes de critique d'art, mais qui dépeignent aussi de manière très intéressante la vie culturelle telle qu'elle se passait dans le Paris de la fin du XIXe siècle. Sacramentellement, printemps sacré, bourgeons et peintures, tous sont accourus. Peintres de moutons et de dindons, peintres de carnage, chromolithographes, historiens, prix de Rome, affolés de grand art. Voici les panneaux décoratifs pour tous les arrondissements. De revenantes Vénus, de très beaux cuirassiers, le traditionnel chasseur à pied, le coin des Halles de rigueur, l'éternelle Jeanne d'Arc, l'aïeul obligé, les identiques paysages, chacun sa case et sa minute. On admire une Lady Macbeth,
un assortiment de Salomé, Job, Judith, Saint Jean-Baptiste. Des forges, naturellement, des espagnols mandolinistes, quelques monarques de Vieux-Orient. Un fort lot de misères peintes au bitume. On conserve à la Wittokiana l'édition intégrale de la Vogue, les 37 fascicules en IN 18 puis en IN 12 pour les 3 derniers, reliés en fait dans de magnifiques reliures japonisantes. Nous avons l'intégralité de cette revue parce que Gustave Kahn était intimement lié à Valère Gilles. Valère Gilles, c'était le grand-père maternel de Michel Wittock, qui lui-même dirigeait la Jeune Belgique. Et donc, Gustave Kahn a fait cadeau de ces exemplaires reliés de la Vogue, dont 3 magnifiques reliures complètement japonisantes. Donc on a un cartonnage doré, incrusté de décorations donc végétales, des fleurs, des plantes, et alors également animales. On a des insectes, des chauves-souris, avec également un travail d'orfèvre sur le papier de garde qui fait déjà vraiment penser aux entrelacs de l'Art Nouveau et aux stylisations des feuilles de l'Art Nouveau que l'on pourra retrouver un petit peu après, dont notamment les reliures et les livres dessinés par Van de Velde. Le contenu de ces illuminations est très énigmatique. Ce sont des rêveries, souvent teintées de références enfantines ou populaires. Bon, il ne faut pas y chercher trop de logique, il faut se laisser porter par la fantaisie de l'association des images, et puis surtout par la langue, parce que cette langue est devenue musicale. Par exemple, je vous donne un seul vers, quand il dit « Pendant que les fonds publics s'écoulent en fête de fraternité, il sonne une cloche de feu rose dans les nuages. » Donc vous entendez bien, on entend des sifflantes, des chointantes, F, S, Z, je. C'est très important tout ça, ça fait partie d'une matière. Cette langue, qui est en même temps une musique, se déploie dans un déroulement souvent heurté, parfois chaotique même. Ce sont des secousses de sens. Et c'est un phrasé fait de retours des mêmes sons, qu'on appelle les assonances, de sons qui imitent les sons dans le réel, on appelle ça des allitérations, et puis aussi des mots rares, et même des mots étrangers, des mots qu'on ne comprend pas, donc on les perçoit comme de pures sonorités un peu exotiques, un peu mystérieuses. Par vos textes, et par le reniement de ces textes non moins ensuite, vous nous avez encouragés à entendre au fond de nous la voix de l'insoumission trop souvent étouffée sous le poids des assuétudes ordinaires. Cet immense éclat, cet élan qui n'est pas à notre échelle mais dans un rapport bien plus vaste avec la vie, cela nous a donné le choc nécessaire pour nous désembourber. Vous nous avez transmis l'impulsion décisive qui enclenche le désir de relever la tête et d'agir pour vivre autrement et mieux, en faisant surgir, flamboyant, le goût de l'infini. Assez vu. La vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu. Rumeur des villes le soir et au soleil et toujours. Assez connu. Les arrêts de la vie, ô rumeurs et visions. Départ dans l'affection et le bruit neuf. Départ, voilà un thème important pour Rimbaud. Lui qui a été fugueur dans sa jeunesse, qui a été globe-trotter toute sa vie et qui a toujours été tendu vers l'ailleurs, vers le nouveau, vers l'aventureux. Alors il était tout à fait conscient de ce qu'il faisait. Rimbaud, il disait, c'est d'ailleurs un des vers qui se trouve dans les Illuminations, « Je suis un inventeur, un musicien même, qui ait trouvé quelque chose comme la clé de l'amour. » Et la clé de l'amour, il faut comprendre l'amour qu'il porte à la langue et l'amour qu'il porte à la liberté. Alors je vous propose par exemple d'écouter Being Beauteous. Being Beauteous, c'est donc un nom anglais. On peut ne pas très bien savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire être magnifique, mais on peut très bien ne pas du tout le savoir et juste s'en tenir aux sonorités. Et ce titre lui-même est un indice de l'importance des sonorités dans ce texte.
devant une neige, un être de beauté de haute taille. Des sifflements de mort et des cercles de musique sourde font monter, s'élargir et trembler comme un spectre ce corps adoré. Des blessures écarlates et noires éclatent dans les chairs superbes. Les couleurs propres de la vie se font, se dansent et se dégagent autour de la vision sur le chantier. Et les frissons s'élèvent et grondent, et la saveur forcenée de ces effets, se chargeant avec les sifflements mortels et les rauques musiques que le monde, loin derrière nous, lance sur notre mer de beauté. Elle recule, elle se dresse. Oh, nos os sont revêtus d'un nouveau corps amoureux. L'inventivité poétique est le contrepoison à toutes les contaminations du langage qui visent l'abrutissement et la domestication des esprits. Dans votre langue, nous avons éprouvé la puissance de la suggestion, de l'implicite, de l'énigme. Nous avons découvert le jeu sur l'infinité des nuances, l'excitation du risque pris, la jubilation de l'engagement total de soi dans une parole. Avec vous, nous avons abruptement ressenti le besoin d'exister plus intensément. Nous avons cessé d'être aveuglés par nos propres peurs et avons pu reconnaître nos désirs les plus pénétrants. Vous nous avez impliqués dans une puissance de changement en acte. Et nous avons trouvé l'énergie utile pour la mettre en œuvre pour nous-mêmes et pour le monde, sans craindre d'affronter des obstacles. Un podcast de la Witokiana, musée des arts du livre et de la reliure, avec les voix de Géraldine David, Perrine Estienne, Christophe Meuret, Zoé Suliko-Tabourdio et Myriam Ouetté-Delmotte. Les extraits qui ont été lus sont issus des Illuminations d'Arthur Rimbaud et de Toiles annuelles de Gustave Kahn. La musique est de David Zeimana, la réalisation du générique de Zoé Suliko-Tabourdio. Un épisode enregistré et écrit par Myriam Ouetté-Delmotte, Géraldine David et Perrine Estienne. Monté et réalisé par Perrine Estienne en juin 2021. Cher Arthur, j'ai pris un peu de votre temps pour vous escorter. Vous me l'avez accordé de bonne grâce. Ce que j'avais à vous dire est à la fois doux et drôle. Vous pensiez avoir dépensé votre vie en pure perte, et vous êtes en fait un fondateur. La vie est imprévisible, stupéfiante. Je vous vois pris d'un grand éclat de rire. Allons, j'ai bien fait de vous écrire.